Je suis rentré de Singapour après 10 ans d'absence, rêvant de surprendre ma fille Anna et de rencontrer enfin ma petite fille de 4 ans, Grace, dans la belle maison lyonnaise que je leur avais achetée. Mais alors que je tournais discrètement ma clé dans la serrure, j'ai entendu la voix de mon gendre « Nettoie ce bordel plus vite, ou tu auras droit à une autre raclée ce soir. » Je me suis figé. À travers l'embrasure, j'ai vu Anna à genoux, ramassant des assiettes brisées. Elle portait un tablier sale marqué « Propriété de la famille Hamilton ». Je m'appelle Charles Moreau, et voici comment j'ai défendu ma fille. 10 ans dans l'industrie technologique de Singapour avaient valu chaque nuit blanche. J'avais économisé chaque centime pour ce moment. Rentrer chez moi, surprendre Anna et rencontrer Grace. Mon taxi s'est arrêté rue des Érables à Lyon. Même façade en pierre ocre, même grille en fer forgé, même chaîne où Anna grimpait autrefois. La maison que je lui avais offerte avant mon départ. J'ai ouvert la porte sans bruit, prêt à crier « Surprise !» Mais le mot est mort dans ma gorge. Nettoie ce bordel plus vite, ou tu auras droit à une autre raclée ce soir. À travers le couloir, Anna frottait du vomi sur le parquet, portant ce tablier dégradant. Propriété de la famille Hamilton. Soudain, Hugo s'est transformé. Son visage cruel est devenu tout sourire en s'avançant vers moi, bras ouverts. « Papa, bon retour. Quelle surprise !» Anna aidait juste avec les tâches ménagères. Anna s'est relevée précipitamment, fourrant le tablier derrière un coussin. « Je vais bien, papa, juste fatiguée. » Une petite silhouette a émergé derrière elle. Grace, mes grands yeux marrons pleins de peur. « Maman, qui c'est ?» Malgré nos appels vidéo, j'étais un étranger pour elle. Je me suis accroupi. « Bonjour, ma chérie. Je suis ton grand-père, Charles. » Grace s'est cachée contre Anna, dont j'ai alors aperçu l'avant-bras. Un bleu-violet foncé. « Anna !» Elle a baissé ses manches rapidement, me lançant un regard suppliant. Hugo m'a tapé l'épaule. « Elle est maladroite ces temps-ci. Tu sais comment sont les femmes ?» La fille confiante que j'avais laissée était devenue un animal effrayé. Ma petite fille se recroquevillait comme si j'étais une menace. Je devais découvrir ce qui était arrivé à ma famille. 3 heures plus tard, Hugo est parti pour une réunion d'affaires, sentant le whisky. Grace faisait la sieste. Anna fixait ses mains à la table. Les bleus étaient partout, bras, poignets, marques de doigts. « Anna, parle-moi de ces bleus. Je t'ai élevée. Tu n'es pas maladroite. » Elle a croisé les bras. « Des accidents au travail, papa ?» Anna Rose Moreau. « Tu te souviens de ma promesse le jour de ta naissance ? Te protéger toujours ? Cette promesse n'expire jamais. » Le barrage a cédé. Elle s'est effondrée en sanglots. « Oh papa, j'ai tout gâché. Après la naissance de Grace, j'ai eu une dépression post-partum sévère. Je ne pouvais pas sortir du lit. La famille d'Hugo a proposé de tout gérer pendant ma convalescence. » Sa voix est tombée à un murmure. J'étais sous médication lourde. Tout était flou. Ils apportaient des papiers, disaient que c'était des formulaires d'assurance. Je signais tout parce que je leur faisais confiance. Quel genre de papier ? Transfert de propriété. Procuration. Quand le brouillard s'est dissipé, ils m'ont dit que j'avais signé la maison, que j'étais leur aide-soignante à domicile, remboursant ma dette. La rage m'a envahi. Ils ont dit que si je partais, ils prouveraient que j'étais inapte et prendraient un de Grace. Alors je suis restée, leur servante pendant 3 ans. Elle a sorti une épaisse chemise Manila. J'ai tout gardé, dossiers médicaux, papiers signés. J'espérais qu'un jour quelqu'un m'aiderait. En ouvrant cette chemise, j'ai su, ils avaient fait l'erreur de leur vie en s'attaquant à la fille de Charles Moreau. Ce soir-là, j'ai étalé les dossiers médicaux sur la table. Les dates révélaient une exploitation systématique. Anna avait signé les documents le 15 mars, jour où son psychiatre avait maximisé son dosage d'antidépresseurs pour un épisode psychologique grave. Le lendemain, je suis allé à l'hôpital Édouard Herriot. Le docteur Patricia Lefort a accepté de me rencontrer. Je me souviens très bien de votre fille, l'un des cas de dépression post-partum les plus sévères que j'ai traités. En mars, Anna était à peine fonctionnelle sous sertraline et lorazépam, des médicaments qui altèrent gravement les capacités cognitives. Qu'est-ce que cela signifie ? Qu'elle ne pouvait pas prendre de décision légale. Elle aurait été confuse, désorientée, hautement influençable.
elle n'aurait même pas dû signer une carte d'anniversaire. Sophie Renard, l'infirmière, a confirmé. Anna ne reconnaissait même pas sa propre mère certains jours. Sa signature sur une carte de vœux était si tremblante qu'on devait guider sa main. Impossible qu'elle ait compris des documents légaux. Le docteur Lefort a pointé son registre. Du 10 au 20 mars, période critique. On envisageait l'hospitalisation. Elle répondait à peine aux commandes verbales. Ces signatures n'ont aucune valeur légale. Ce que la famille Hamilton a fait constitue un abus sur personne vulnérable. J'ai quitté l'hôpital avec le résumé médical en main, rempli d'espoir. J'avais les munitions pour les détruire. Une recherche m'a mené à maître Caroline Beaumont, spécialisée dans l'exploitation de personnes vulnérables. Son cabinet occupait le 12e étage d'une tour de verre avec vue sur le Rhône. Caroline, femme d'une 50aine d'années aux cheveux argentés, m'a écouté exposer tout. Le tablier dégradant, la dépression, les documents suspects, l'évaluation médicale. C'est un cas d'école d'exploitation. Votre fille a signé une maison de 400 000 € alors qu'elle ne reconnaissait pas sa propre mère. Mais ils n'ont pas seulement commis une fraude, ils ont créé un schéma d'abus continu. C'est de la traite d'êtres humains. Elle a déplié un plan stratégique. Étape 1, 48 heures pour rendre la propriété et payer des dommages. Étape 2, plainte civile et pénale simultanée. Étape 3, le progrès. Étape 4, destruction totale. Saisie d'actifs, prison, ruine pour des générations. Elle s'est levée. Je pratique depuis 25 ans. Je n'ai jamais vu un dossier aussi solide. Demain matin, nous leur rendons visite. S'ils sont intelligents, ils se rendront. Ses yeux brillaient. Sinon, nous leur apprendrons ce qui arrive quand on s'attaque à la famille de Charles Moreau. En sortant, je me sentais plus puissant que jamais. La famille Hamilton découvrirait bientôt leur erreur fatale. Le lendemain matin, Caroline et moi avons franchi les grilles du domaine Hamilton à Écully. 3 étages de pierre de taille, colonnes imposantes, richesses construites sur l'exploitation. Un majordome nous a guidés jusqu'au bureau d'acajou où William Hamilton, 70 ans passés, nous attendait derrière son bureau massif. « Monsieur Moreau, Anna est très heureuse de travailler pour notre famille. » « Travailler ? Vous voulez dire être votre esclave dans sa propre maison ?» William a ri froidement. « Vous n'êtes personne, Moreau. Ma famille possède cette ville depuis 4 générations. Juges, politiciens, commissaires, tous dans notre poche. » Caroline a posé une épaisse chemise sur son bureau. « Maître Caroline Beaumont. Voici les dossiers médicaux d'Anna de l'hôpital Édouard Herriot. Le 15 mars, elle a signé sous dose maximale de médicaments psychiatriques. Le docteur Lefort affirme qu'elle ne pouvait même pas reconnaître sa propre mère. Anna a signé volontairement. Nous avons des témoins. Vous avez exploité sa maladie mentale. Traite d'êtres humains, exploitation, fraude. » William a lu l'évaluation, sa confiance se fissurant. Anna avait besoin d'aide. Elle est reconnaissante. Caroline a souri comme un requin. Reconnaissante ? Le tablier propriété de la famille Hamilton ? Les menaces de votre fils ? Comment osez-vous ? Je vais vous faire arrêter. Appelez la police. J'adorerais expliquer comment vous avez détenu une femme malade comme servante pendant 3 ans. Hugo a fait irruption, le visage tordu de rage. Papa, laisse-moi gérer ça. Caroline n'a pas bronché. 48 heures pour retourner la maison et payer 1 million d'euros. Sinon, plainte civile et pénale à la brigade de protection des familles. William s'est levé, tremblant de fureur. Vous venez de déclarer la guerre à la mauvaise famille, Moreau. Vous avez déjà essayé, mais vous m'avez laissé en vie pour me battre. En sortant, Caroline m'a serré le bras. Parfait. Menace devant témoin. Nous avons aussi des charges d'intimidation. La famille Hamilton avait 48 heures. Ils étaient trop arrogants pour se rendre. 47 heures plus tard, la une du Progrès hurlait. Une famille fortunée exploite la maladie mentale d'une fille pour voler sa maison. L'article de Marie Dupont exposait tout. Dossiers médicaux, timing suspect, 3 ans de traitement dégradant. La photo montrait notre modeste maison face au manoir Hamilton. David contre Goliath. En quelques heures, Show Justice pour Anna explosait sur Twitter. Les chaînes d'information campaient devant nos maisons. Madame Rodriguez m'a apporté une cocotte, les larmes aux yeux.
Tout le quartier veut t'aider. Une cagnotte en ligne est apparue. Le centre d'accueil des femmes a proposé du conseil. Des inconnus m'arrêtaient dans la rue. À 14 ans, Caroline a appelé. Rendez-vous au tribunal immédiatement. La juge Mercier accorde notre injonction. Anna récupère sa maison aujourd'hui. Au tribunal de grande instance, la juge Mercier a déclaré « Madame Hannah Morrow Hamilton n'était pas compétente pour signer. Le transfert est nul et non avenu, avec effet immédiat. » Les avocats Hamilton étaient abasourdis. William est devenu violette. Hugo, retenu par la sécurité, hurlait des menaces. Ordonnance de protection temporaire. La famille Hamilton ne peut contacter ou approcher Madame Morrow. Toute violation entraînera une arrestation immédiate. 2 heures plus tard, des officiers escortaient Anna et Grace à la maison. Anna portait une valise, tout ce que les Hamilton lui avaient laissé. Grace serrait son ours en peluche. « Papa, on va vraiment vivre ici ?»« Oui, ma chérie. On est à la maison. Enfin, à la maison. » Ce soir-là, autour de la table, mon téléphone a sonné. « Hugo. »« Réponds », a dit Caroline en enregistrant. « Voix pâteuse d'alcool. Cette guerre n'est pas finie, vieux. Nous allons vous détruire. Tu menaces ma famille ? Je te le promets. Bientôt, tu regretteras d'être revenu. » Caroline a souri en arrêtant l'enregistrement. Une autre charge criminelle. Tandis qu'Anna bordait Grace pour la première fois en 3 ans, j'ai ressenti de l'espoir. Mais les menaces d'Hugo résonnaient. Cette bataille était gagnée. La guerre continuait. La première semaine de retour dans notre maison ressemblait à un rêve que je faisais depuis 10 ans. Chaque matin, je me réveillais au son du rire de Grace résonnant dans les couloirs, un son absent de ses murs depuis bien trop longtemps. Anna se déplaçait dans les pièces comme quelqu'un qui redécouvre une langue oubliée, s'arrêtant dans les embrasures de portes, passant ses doigts sur des surfaces familières alors que les souvenirs de temps plus heureux revenaient. « Papa », a-t-elle dit un matin en me trouvant en train de faire des crêpes, « j'avais oublié à quel point le café a bon goût quand tu n'as pas peur que quelqu'un te crie dessus. » Grace s'est progressivement réchauffée envers moi, sa timidité fondant alors qu'elle réalisait que je ne partais pas. La percée est venue mardi après-midi quand je l'ai trouvée en train de lutter avec un vélo clairement trop petit pour elle. « Tu as besoin d'aide, ma chérie ?» ai-je demandé en m'accroupissant à côté d'elle. Elle a levé les yeux avec les yeux d'Anna, pleins de détermination et de frustration. Je veux faire du vélo comme les grands enfants, mais mon vélo est trop bébé. Cet après-midi-là, nous avons acheté un vélo rose vif avec des petites roues et des rubans. Regardez le visage de Grace s'illuminer alors qu'elle pédalait dans notre allée, valait toutes les nuits blanches à Singapour. Je me suis lancé dans la réparation de la maison négligée. Plancher grinçant, robinet qui fuyait, peinture écaillée. De petits projets qui me gardaient occupé tout en surveillant ma famille. Anna m'a surpris en se joignant à moi. Ensemble, nous avons repeint la chambre de Grace en jaune, accroché de nouveaux rideaux et planté des fleurs dans le jardin de devant. « Tu te souviens quand tu m'as appris à utiliser une perceuse ?» a demandé Anna un soir, alors que nous assemblions la bibliothèque de Grace. J'avais 12 ans et maman était convaincue que j'allais faire un trou dans le mur. « Tu as fait un trou dans le mur ?» ai-je ri. « 3 trous. Ta mère m'a fait dormir sur le canapé pendant 1 semaine. » Les soirées étaient la meilleure partie. De vrais repas en famille, avec des conversations et des rires, au lieu d'un silence tendu. Grace bavardait sur sa journée, montrant des dessins ou me demandant de lui lire son histoire préférée sur une petite souris courageuse. « Papy ?» a-t-elle dit un soir, le mot roulant naturellement sur sa langue pour la première fois. « Tu me relis l'histoire de la souris ?» Mon cœur a failli exploser. « Bien sûr, ma chérie, autant de fois que tu veux. » Anna a croisé mon regard et a souri. Un vrai sourire, pas l'expression forcée de ma première arrivée. « Papa », a-t-elle chuchoté plus tard en faisant la vaisselle. J'avais oublié ce que c'était que d'être heureuse. Merci de me l'avoir rendu. Pendant 10 jours, nous avons vécu dans cette bulle de contentement. Grace m'appelait papy régulièrement. Les bleus d'Anna s'estompaient et le regard hanté dans ses yeux commençait à disparaître. Nous redevenions une vraie famille. Mais jeudi soir, alors que je bordais Grace, mon téléphone a sonné. L'identifiant de l'appelant affichait un numéro local inconnu. « Ne réponds pas », a dit Anna,
apparaissant dans l'embrasure de la porte avec l'inquiétude gravée sur son visage. Mais j'ai répondu. La voix d'Hugo était froide et sobre cette fois, plus effrayante que sa rage ivre. « Tu profites de tes petites retrouvailles familiales, vieux ?» a-t-il dit. « Ne te mets pas trop à l'aise. Certaines tempêtes, tu ne les vois pas venir avant qu'elles ne soient juste au-dessus de toi. » La ligne est devenue muette, me laissant fixer le téléphone, tandis que Grace demandait « Papy, c'était qui ? Tu as l'air effrayé. » J'ai forcé un sourire et embrassé son front. « Personne d'important, ma chérie, juste un mauvais numéro. » Mais en éteignant la lumière de sa chambre, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que nos jours paisibles étaient bien racontés. 2 nuits plus tard, un violent orage a traversé Lyon, faisant trembler nos fenêtres et envoyant des rideaux de pluie contre la maison. J'étais allongé dans mon lit, écoutant le vent hurler, quand j'ai entendu quelque chose qui n'avait pas sa place, des pas sur notre perron, lents et délibérés. Je me suis glissé hors du lit et ai regardé à travers les rideaux de la chambre. Un éclair a illuminé une silhouette se déplaçant autour du périmètre de notre maison, portant ce qui ressemblait à un bidon d'essence. L'odeur âcre d'essence a commencé à s'infiltrer à travers les murs. Hugo était venu tenir sa promesse. J'ai attrapé mon téléphone et composé le 17 en courant dans le couloir. « Il y a un homme avec de l'essence qui essaie de brûler ma maison rue des Érables ?» ai-je chuchoté urgemment au standardiste. « Monsieur, nous envoyons des unités immédiatement. Faites sortir votre famille de la maison maintenant. » Mais avant que je puisse atteindre la chambre d'Anna, j'ai entendu le souffle des flammes s'enflammant à l'extérieur. Une lumière orange a scintillé à travers les fenêtres du salon alors que le feu courait autour des fondations de notre maison. La voix d'Hugo s'est élevée au-dessus de la tempête, hurlant comme un homme qui avait perdu la raison. « Tu as détruit ma famille ?» a-t-il crié. « Maintenant je vais détruire la tienne, tout brûler, tout !» J'ai fait irruption dans la chambre d'Anna, la secouant pour la réveiller. « Anna, on doit partir maintenant. La maison est en feu. » Elle s'est redressée d'un bond, instantanément alerte. « Grace !» Nous avons couru ensemble vers la chambre de Grace. Elle était déjà réveillée, assise dans son lit et pleurant, alors que la fumée commençait à s'infiltrer sous sa porte. Le couloir se remplissait d'une épaisse fumée noire qui brûlait nos poumons et piquait nos yeux. « Maman, j'ai peur !» a sangloté Grace alors qu'Anna la prenait dans ses bras. « Je sais, bébé. Papy va nous sortir d'ici. » La porte d'entrée était bloquée par les flammes, alors je les ai guidés vers l'arrière de la maison. Mais quand nous avons atteint la cuisine, Hugo est apparu à la porte-fenêtre coulissante, son visage tordu de rage et illuminé par le feu qu'il avait allumé. Il tenait un pied de biche. « Personne ne sort !» a-t-il hurlé en brisant la vitre. « Si je ne peux pas avoir ma famille, personne n'aura la sienne. » J'ai poussé Anna et Grace derrière moi, attrapant un couteau de cuisine sur le comptoir. Anna, Grace, sortez par la fenêtre de la salle à manger. « Allez !»« Je ne te laisse pas !» a crié Anna. « Va !» ai-je rugi. « Protège Grace !» Hugo a balancé le pied de biche vers ma tête, mais la rage l'avait rendu maladroit. J'ai esquivé et les plaqué à la taille, nous envoyant tous les deux nous écraser contre les placards de cuisine. Le couteau a glissé sur le sol alors que nous luttions. « Tu veux faire du mal à ma famille ?» ai-je allaité, luttant pour avoir l'avantage alors que la fumée remplissait la pièce. « Tu devras me passer sur le corps d'abord. » Hugo était plus jeune et plus fort, mais j'avais 40 ans de fureur réprimée qui me motivait. Chaque nuit blanche à Singapour, chaque larme qu'Anna avait versée, chaque moment de l'enfance de Grace que j'avais manqué. Tout s'est déversé dans mes poings, alors que nous nous battions. Le son des sirènes a percé la tempête juste au moment où je réussissais à plaquer Hugo au sol. À travers la porte coulissante brisée, je pouvais voir des lumières rouges et bleues clignotantes alors que des camions de pompiers et des voitures de police inondaient notre rue. Police nationale, tout le monde hors de la maison. J'ai traîné Hugo semi-conscient vers la porte arrière alors que les pompiers faisaient irruption par l'entrée principale, leurs lances déjà pulvérisant de l'eau sur les flammes qui consumaient notre maison. Dehors, sous la pluie, j'ai trouvé Anna et Grace blotties ensemble sur la pelouse du voisin, toutes deux saines et sauves, mais tremblant de terreur. Grace a couru vers moi dès qu'elle m'a vu émerger de la fumée. « Papy, je pensais que tu étais parti. » Je me suis agenouillé et les ai prises toutes les deux dans mes bras, alors que les ambulanciers nous examinaient,
pour inhalation de fumée et que les policiers menottaient Hugo. Notre maison était endommagée, mais toujours debout, les pompiers étant arrivés juste à temps pour empêcher la destruction totale. « C'est fini !» ai-je chuchoté dans les cheveux d'Anna, alors que nous regardions charger Hugo dans une voiture de police. « Il ne pourra plus jamais te faire de mal. » 6 mois plus tard, j'étais assis dans la salle d'audience du tribunal de grande instance de Lyon, regardant la juge Elisabeth Mercier livrer le chapitre final de notre histoire. La salle d'audience était bondée de supporters qui avaient suivi notre affaire depuis le début. Hugo était assis à la table des accusés dans une combinaison orange, son arrogance remplacée par le regard vide d'un homme brisé. « Monsieur Hugo Hamilton », a dit la juge Mercier avec une autorité absolue. « Vous avez été reconnu coupable d'incendie criminel, de tentative de meurtre, de violence domestique et de complot en vue de commettre une fraude. Je vous condamne à 15 ans de prison ferme sans possibilité de libération conditionnelle. » Le marteau est tombé avec une finalité satisfaisante. Hugo n'a pas bronché alors que les huissiers l'emmenaient enchaîné. 2 semaines plus tôt, William Hamilton avait été condamné à 8 ans pour exploitation de personnes vulnérables, fraude et complot. L'empire Hamilton s'était effondré du jour au lendemain. Actifs gelés, propriétés saisies, leur nom devenu synonyme de honte. Caroline m'a serré la main. « C'est fini, Charles. Ils ne pourront plus jamais faire de mal à personne. » Les dommages-intérêts ordonnés par le tribunal étaient substantiels. La famille Hamilton devait payer 2 millions d'euros de dommages et intérêts. Compensation pour la maison volée, le travail non payé d'Anna, le traumatisme émotionnel et les dégâts de l'incendie. Leur manoir, leurs voitures et leurs actifs commerciaux ont été liquidés pour payer ce qu'ils nous devaient. Nous avons utilisé l'argent pour reconstruire de fond en comble. La nouvelle maison avait des fenêtres plus grandes, une cuisine moderne et une suite parentale spacieuse où j'avais déménagé mes affaires de Singapour parce que je n'allais nulle part. « Papa », avait dit Anna quand j'avais annoncé que je m'installais définitivement à Lyon. « Tu es sûr ? Tu as tellement travaillé à Singapour. »« Ma vie n'est pas à Singapour », avais-je répondu. « Ma vie est là où est ma famille. » Le meilleur ajout était l'aire de jeu dans le jardin de Grace, avec balançoire, toboggan et bac à sable. Chaque soir, je la poussais sur la balançoire pendant qu'Anna s'occupait de son jardin de fleurs. « Plus haut, papy !» criait Grace, son rire résonnant dans le quartier. À 5 ans, Grace était devenue une enfant confiante et joyeuse qui savait qu'elle était aimée et protégée. Elle m'appelait papy naturellement et insistait pour que je lui lise l'histoire de la petite souris courageuse chaque soir. Anna s'était épanouie aussi. Le regard hanté avait disparu, remplacé par l'étincelle de la femme forte que j'avais élevée. Elle avait commencé des cours du soir pour obtenir un diplôme d'assistante sociale. « Je veux aider d'autres femmes qui ont vécu ce que j'ai vécu », m'avait-elle dit. « Leur montrer qu'il y a toujours de l'espoir. » Ce soir-là, alors que je poussais Grace sur sa balançoire, Anna est sortie portant 3 verres de citronnade. Elle s'est assise sur les marches du perron, nous regardant avec un sourire radieux. « Papy » a dit Grace en ralentissant sa balançoire pour me regarder sérieusement. « Tu vas vivre avec nous pour toujours et à jamais ?» J'ai attrapé la balançoire et me suis agenouillé à son niveau, regardant dans ses yeux marrons si semblables à ceux de sa mère. « Pour toujours et à jamais, ma chérie ? Des chevaux sauvages ne pourraient pas m'arracher d'ici. »« Papa » a appelé Anna depuis le perron, la voix épaisse d'émotion. « Merci de nous avoir sauvés. Merci de n'avoir jamais abandonné. » Alors que le soleil se couchait sur Lyon et que Grace courait après les lucioles, j'ai réalisé que ce moment, cette soirée parfaitement ordinaire avec ma famille, valait plus que tous mes succès à Singapour. En repensant à ce voyage, j'ai réalisé à quel point j'étais passé près de tout perdre ce qui comptait vraiment. Pendant 10 ans, j'ai poursuivi le succès à Singapour pendant que ma fille souffrait en silence. Ne faites pas mon erreur. Ne laissez pas les ambitions de carrière vous aveugler à la douleur de votre famille. Cette histoire vraie m'a appris que Dieu a une façon de nous ramener à la maison quand on a le plus besoin de nous. Je crois que le Seigneur m'a guidé de retour à Lyon au moment exact, tout comme il nous guide tous à travers nos heures les plus sombres. Parfois, ce qui ressemble à une coïncidence est en réalité une intervention divine. La famille Hamilton pensait qu'elle pouvait exploiter une femme vulnérable sans conséquence.
Mais ils ont oublié que Dieu voit tout et que la justice finit toujours par se frayer un chemin. La force d'Anna pendant ces 3 années terribles m'a montré que la foi peut nous soutenir à travers des épreuves inimaginables. Ces histoires de grand-père ne parlent pas seulement de mon expérience. Elles parlent du pouvoir des liens familiaux qui ne peuvent jamais être vraiment brisés. Quand j'ai vu Grace se cacher derrière sa mère, effrayée par le grand-père qu'elle connaissait à peine, j'ai compris le prix de mon absence. Mais l'amour a une façon de guérir même les blessures les plus profondes. Si vous travaillez loin de chez vous, rappelez-vous qu'aucune somme d'argent ne peut remplacer les moments que vous manquez avec vos enfants et petits-enfants. Le succès ne signifie rien si votre famille souffre pendant votre absence. Cette histoire vraie aurait pu se terminer très différemment si j'étais arrivé ne serait-ce que quelques semaines plus tard. La plus grande bénédiction n'était pas la victoire au tribunal ou la nouvelle maison. C'était Grace qui m'appelait papy avec un amour sincère dans la voix. Ces histoires de grand-père nous rappellent qu'être présent est le cadeau le plus précieux que nous puissions offrir à nos familles. C'est pourquoi je partage ces histoires de grand-père, pour inspirer d'autres grands-pères à prioriser ce qui compte vraiment. N'attendez pas qu'une crise vous ramène à la maison. Ne supposez pas que vos proches vont bien simplement parce qu'ils ne se plaignent pas. Et ne sous-estimez jamais le pouvoir de l'amour d'un parent à déplacer des montagnes quand son enfant a besoin de lui. Cette histoire vraie a changé nos vies à jamais. Anna a retrouvé sa force. Grace a appris qu'elle était protégée. Et j'ai découvert que la maison n'est pas un lieu. C'est les gens qui vous aiment inconditionnellement. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, laisse un like. Écris en commentaire ce qui t'a le plus parlé et abonne-toi à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent. Ce n'est pas la fin de la mienne, c'est seulement le début de quelque chose de meilleur.